Bonjour à tous, c'est Sylvia Micone pour Impact Positif. Depuis le début du confinement et ensuite avec le déconfinement, petit changement, plus de face à face avec nos invités. Vous l'entendrez, les enregistrements auront lieu par téléphone. Le principe, lui, ne change pas. Au contraire, il s'amplifie durant cette période si particulière et prend tout son sens. Donner la parole à ceux qui contribuent à trouver des solutions et à les faire circuler pour réduire les inégalités, mieux vivre ensemble, mieux produire et consommer et surtout protéger le vivant, la planète. Ils sont entrepreneurs, scientifiques, étudiants, artistes ou simples citoyens. Je veux comprendre leur démarche, qu'est-ce qui les a fait bouger, quels sont leurs conseils, que veulent-ils transmettre. Car dans Impact Positif, nous pensons que tout le monde, à son échelle, peut faire bouger les lignes et ça commence évidemment avec vous. Merci infiniment de nous suivre pour cette deuxième saison. Nous, on est persuadés que plus que jamais, c'est le collectif qui va nous permettre de nous en sortir. C'est en travaillant en équipe, c'est en travaillant en intelligence collective qu'on va réussir à se démarquer et à sortir de façon agile et intelligente de cette crise quand on est en tout cas entrepreneur. Le confinement a eu un impact important sur les femmes entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Elles ont été une des premières victimes de la crise et l'inégalité entre les hommes et les femmes risque de se creuser encore plus. C'est important de le dire, c'est important de trouver des solutions. Marie-Éloi est une des mieux placées pour le faire. Elle a créé plusieurs réseaux féminins et témoin d'une énergie incroyable, du courage, de l'expertise de ces femmes entrepreneurs. Sa mission, les rendre visibles. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le et notez-le 5 étoiles s'il vous a plu. Cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 2, épisode 13, Andiamo. Marie-Éloi, bonjour. Bonjour Sylvia. Merci beaucoup de participer à Impact Positif. Vous êtes la fondatrice et la présidente de la start-up Bouge ta boîte que vous avez créée il y a 3 ans. C'est un réseau business féminin qui aide les femmes à développer leur entreprise. Avant cela, vous aviez également créé un autre réseau pour les femmes qui se lancent, Femmes de Bretagne, et vous essaimez d'ailleurs dans toute la France à présent avec ce modèle, on va en parler. Le déconfinement est en marche à présent et nous allons évoquer une étude que vous avez lancée avec Bouge ta boîte sur les conséquences de ce confinement sur les femmes entrepreneurs. Mais tout d'abord, Marie-Éloi, comment l'avez-vous vécu vous-même ce confinement? Est-ce que votre vie a changé depuis le 11 mai? Alors, j'ai de la chance d'être en Bretagne, donc avec un jardin et avec tous ceux que j'aime, sauf un de nos enfants qui est resté à Paris. Mais on est 3 enfants plus mon mari, donc j'ai beaucoup de chance, on est en bonne santé. Donc le confinement, je l'ai plutôt bien vécu. J'ai surtout énormément travaillé parce que ce qui nous animait avec l'équipe de Bouge ta boîte, c'était vraiment de soutenir les dirigeantes d'entreprise pendant cette période très difficile. Donc on a énormément travaillé, mais en se sentant utile, c'est beaucoup plus facile. Alors venons-en justement à cette étude que vous avez réalisée avec votre lab Bouge ta boîte. L'étude a été réalisée en avril auprès de près de 500 entrepreneurs. En un mois, 40% d'entre elles ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires et 54% considèrent que leur société est menacée de dépôt de bilan. Ce qui vous fait dire finalement que les femmes chefs d'entreprise sont les premières victimes de la crise. J'aimerais vous demander pourquoi, même si bien sûr on a toute une petite idée derrière la tête. Oui, alors en fait, là c'était au début du confinement, l'étude, et en fait elle révèle ce qui se passe pour tous les entrepreneurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Je pense que toutes les petites entreprises ont vécu à peu près la même chose, mais là on a voulu le mesurer, c'est parce qu'on s'est rendu compte très très vite que malgré tout le partage des tâches, même si on aimerait qu'il soit totalement égalitaire, ne l'est pas. Et qu'on s'est dit, voilà, au moment du déconfinement, l'alerte, elle était surtout au moment du déconfinement, c'est-à-dire maintenant, on est en plein dedans. Que va-t-il se passer? Parce qu'on sait très bien que des petites entreprises, elles n'ont pas des mois et des mois de trésorerie devant elles. On sait très bien quand on voit l'étude, quand on voit que 40% des dirigeants d'entreprises ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires en un mois de confinement parce qu'on a fait l'étude au début. On sait très bien qu'au bout de 2 mois, ça va être très difficile et qu'il va falloir mettre la gomme au moment du déconfinement pour essayer d'avoir un peu de chiffre d'affaires, pour prospecter avant l'été, qui est souvent une période de césure, et faire en sorte que l'entreprise puisse tenir et survivre à cette crise qui est majeure. Et en fait, on s'est rendu compte que au moment du déconfinement, il y a une question que visiblement peu de personnes s'étaient posées par rapport aux mesures, c'est qui va garder les enfants. C'est une question qui n'est pas de l'amour, c'est une question qui, vraiment, je m'en passerai fortement, mais c'est la réalité. Oui. Qui va garder les enfants au moment du déconfinement? Aujourd'hui, en France, il y a 42% d'écart
au sein d'un couple de salaire, 42% d'écart de revenus au sein d'un couple. Donc au moment du déconfinement, les hommes entrepreneurs vont pouvoir reprendre leur bâton de pèlerin et remettre à flot leur entreprise, prospecter, aller sur les chantiers, plaider, peu importe, mais ils vont pouvoir sortir. Et on s'est dit, et c'est ce qui se passe actuellement, c'est que la charge des enfants, tant qu'il n'y a pas une reprise normale de l'école, et on voit bien qu'elle ne s'annonce pas avant septembre, tant qu'il n'y aura pas une reprise normale de l'école, qui va les garder? Majoritairement, ça va tomber sur les femmes. Ça veut dire que comment on peut faire au moment du déconfinement pour faire repartir une entreprise à fond et en même temps garder des enfants de 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, des nourrissons, faire les devoirs. Enfin, matériellement, ce n'est pas possible. Ah oui. Et après, j'aimerais vraiment que ce soit autre chose qu'effectivement qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité entre entrepreneurs femmes et hommes au moment du déconfinement. Mais malheureusement, c'est la réalité. Ce serait se voiler la face de dire que ce n'est pas vrai. Alors, un temps de travail effectivement réduit à 4 heures pour 2/3 des entrepreneurs. Vous l'expliquez, tâches ménagères, garde d'enfants. 20% ont pu maintenir leur activité. C'est encore pire pour les mères célibataires. Donc finalement, le constat que vous faites à la fin du confinement, c'est que les inégalités femmes-hommes, elles se sont creusées? Elles se sont creusées. Effectivement, nous, ce qu'on a voulu, c'est alerter. On n'est pas là pour être dans la victimisation ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'ADN du réseau. On est plutôt au contraire des dirigeants d'entreprises hyper péchus, experts dans notre domaine et on avance. Mais là, il y a une réalité, il fallait alerter et c'est ce qu'on a fait. Oui, les inégalités se creusent et moi ce que je crains énormément, c'est qu'on assiste en septembre à un recul sans précédent de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, on chiffre à combien, Marie-Éloi? Aujourd'hui, combien de pourcentage de femmes entrepreneurs dans le pays? Alors, on dit qu'on est entre 30 et 40% de femmes chefs d'entreprise. Donc, si on assiste à des fermetures d'entreprises parce que les dirigeantes n'ont pas pu reprendre pleinement leur activité maintenant, c'est-à-dire avant la césure de l'été, on peut s'attendre logiquement à des fermetures d'entreprises. Alors, on peut dire oui, ça touche de toute façon toutes les femmes. Cette histoire de qui va garder les enfants, malheureusement, ça touche majoritairement les femmes. Mais la difficulté supplémentaire pour les entrepreneurs par rapport aux salariés, c'est qu'elles n'ont pas de revenus assurés. C'est que bien souvent, elles n'ont pas le droit au chômage. Et qu'en plus, la boîte dans laquelle elles ont mis toutes leurs économies, leurs tripes, etc., risque de fermer. Donc ça, c'était notre première phase, c'était d'alerter. Et ensuite, c'était d'un retroussage de manches. Qu'est-ce que nous allons faire, nous, au sein du réseau, pour renverser la donne. Et là, il y a de très belles initiatives. Et des propositions, d'ailleurs, que vous faites, parce que l'intérêt de cette étude, c'est de nouveau de mettre le projecteur sur une réalité, même si, c'est vrai, elle ne s'applique pas non plus à toutes les femmes, mais cette réalité-là, c'est celle-là, la difficulté de monter aussi une entreprise quand on est une femme, et surtout de maintenir son activité. L'idée derrière cette étude, c'est aussi de trouver des solutions, car la crise... Vous l'avez dit, elle n'est pas terminée. Certaines écoles ne rouvriront pas avant septembre. Et l'activité, même si elle reprend, elle va être fortement impactée. Du coup, quelles sont les solutions que vous préconisez ? Alors, le préalable, c'est vraiment la garde d'enfants. C'est un dispositif pour que la garde d'enfants soit facilitée. Donc, par exemple, élargir, ça existe aujourd'hui, le complément libre choix de mode de garde aux enfants de plus de 6 ans. Mettre en place des CESU préfinancés. Enfin voilà, il y a plusieurs mesures en ce sens. Et puis après, favoriser vraiment l'accompagnement des dirigeants d'entreprise parce que nous, on est persuadés que plus que jamais, c'est le collectif qui va nous permettre de nous en sortir. C'est en travaillant en équipe, c'est en travaillant en intelligence collective qu'on va réussir à se démarquer et à sortir de façon agile et intelligente de cette crise quand on est en tout cas entrepreneur. Mais du coup, pour la garde d'enfants, très, très concrètement, on fait comment pour trouver une solution face à ça ? Alors, nous, on a alerté bien sûr le ministère de l'économie avec qui on est en lien, également le secrétariat d'État aux droits des femmes. Après, on a mis en place avec notre partenaire O2, qui est leader du service à la personne, une offre de garde partagée. Il ne faisait pas de garde partagée jusqu'à présent pour diminuer les coûts. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Et puis, on a énormément fait de brainstorming géant avec les bougeuses. Les membres de notre réseau s'appellent les bougeuses. Et pour justement trouver des solutions. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'elles ont commencé à travailler en équipe. En Allemagne, on dit chasser en meute. Alors, je n'aime ni les mots chasser, ni les mots meute. Mais là, elles ont vraiment commencé à travailler par cercle de dirigeantes
pour se rendre davantage visibles, pour se démarquer, pour se recommander. Et elles ont fait preuve vraiment d'agilité. Enfin, moi, il y a une des bougeuses qui nous a dit on est vraiment un réseau de neurones et d'énergie. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'on n'est pas là les bras ballants en train de se dire bah oui, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Comment on va faire et en plus, il y a ce problème de garde d'enfants. On se dit on va se débrouiller, on va faire des gardes partagées, on va travailler davantage les unes avec les autres pour faire en sorte que notre entreprise survive. Alors effectivement, on se débrouille. Mais on attend souvent des femmes qu'elles se débrouillent et j'aimerais bien qu'il y ait cette rupture d'égalité entre les entrepreneurs et les entrepreneureux ne soit pas aussi forte. Alors, vous avez aussi demandé un fonds de solidarité pour les femmes qui sont le plus en difficulté. Donc, ce serait une aide financière en plus. Est-ce que vous pensez être entendu? Est-ce que vous avez déjà commencé à frapper aux portes? Vous avez notamment pris part à la grande consultation publique en ligne Agir ensemble pour l'égalité femmes-hommes dans l'économie, dont émanera un projet de loi bientôt. Donc vous avez effectivement, vous avez peut-être l'oreille de certains réseaux politiques, même si on imagine qu'avec cette urgence, il va y avoir un petit peu de retard. Est-ce que vous pensez que vous avez été entendu? Alors, on a été entendu. Maintenant, pour la suite, ça dépend moins de nous. Il y a tellement d'urgence et je tiens quand même à saluer tout ce qu'a fait le gouvernement parce qu'on serait de nombreuses entreprises à avoir déjà fermé la porte, à avoir mis la clé sous la porte s'il n'y avait pas eu toutes ces aides qui ont été mises en place très vite. Donc après, voilà, j'imagine qu'il y a des priorités. Mais nous, on a été là, on a alerté et maintenant, pour les dirigeants d'entreprise, on met en place énormément de webinaires, énormément de mesures pour les accompagner en interne au sein du réseau. On a fait par exemple ce mois-ci 500 webinaires et réunions de travail. Donc c'est gigantesque, c'est colossal et on sent toute l'énergie et la puissance du collectif et c'est le collectif qui va nous donner la pêche, qui va nous donner des solutions, c'est le brainstorming qui va nous permettre d'être mieux recommandés. Je crois vraiment qu'on va sortir de cette crise avec plus de solidarité et de collectif. On ne peut plus être seul dans son coin et être individuel par rapport à son activité dans un moment comme celui-ci. Parce que vous le disiez, finalement, le challenge, c'est de garder un maximum de ces femmes à la tête de leurs entreprises et pas de les perdre, parce qu'il va y avoir des conséquences, surtout aussi dans les secteurs de l'innovation, avec tous les biais que peuvent comporter notamment certaines intelligences artificielles. On sait que la présence des femmes, elle est vraiment essentielle dans certains secteurs, et je parle aussi du secteur de la tech, notamment face aux problèmes de financement de ces entreprises. On sait par exemple, dans ce domaine de la tech, les femmes, elles lèvent beaucoup moins de fonds que les hommes. Les chiffres sont d'ailleurs effarants. 2,6% des fonds seulement qui sont alloués aux femmes créatrices d'entreprises contre 88% pour les hommes. Alors la marge de manœuvre, elle est immense. Et en cette période de crise, cela rend les entreprises dirigées par des femmes encore plus fragiles. J'imagine que vous n'allez pas me contredire. Oui, on a fait plusieurs levées de fonds pour Bouge ta boîte parce que voilà, on est une entreprise à engagement sociétal, donc pour continuer à avancer, on a besoin d'investisseurs. On a fait plusieurs levées de fonds. Effectivement, ces 2%, on les a expérimentés. Ça a été des expériences très dures. Donc, le plafond de verre, j'ai bien vu sur ces expériences de levée de fonds. Après, la tech, c'est un petit pourcentage des entreprises en France. 95% des entreprises en France, ce sont les petites entreprises, ce qu'on appelle les TPE. Et ce sont elles qui font vivre les villes, les villages. C'est l'expert comptable, c'est le commerçant, c'est l'architecte, c'est celui qui fait de la décoration, c'est le graphiste. C'est toutes ces petites entreprises, tout ce qui est local en fait qu'il faut soutenir parce que ce sont elles qui donnent l'énergie au territoire. Ces femmes finalement qui sont à la tête de petites TPE et qui font vivre effectivement tout le tissu local, ce sont ces femmes qui se financent parfois entièrement sur leurs économies. Ah oui, on a fait une étude en janvier sur l'entrepreneuriat féminin. 53% des entreprises dirigées par des femmes se lancent sans aucun financement, c'est-à-dire rien du tout. Et quand elles se financent, dans les 3/4 du cas, c'est avec leur économie personnelle. Donc l'accès au financement est aujourd'hui, pour les dirigeants d'entreprise, très faible.
Ça s'explique par plusieurs raisons. L'absence de rôle modèle, d'exemples auxquels s'identifier dans la création d'entreprises, mais aussi dans le développement, la croissance, etc. Ça s'explique aussi par le faible pourcentage de femmes dans les réseaux, là où on va apprendre à modéliser son business model, où on va le challenger, là on va connaître les aides financières et donc savoir qu'il y a des prêts bancaires avec des garanties, par exemple, qui sont spécifiques pour les femmes. Il y a énormément d'outils qui sont aujourd'hui peu connus des dirigeants d'entreprise. Donc tous ces paramètres-là, on les connaît et c'est quelque chose qu'il faut changer. Et nous, c'est tout ce qui nous motive chez Bouge ta boîte, c'est faire en sorte que les dirigeants d'entreprise qui sont ambitieuses, courageuses, déterminées, qui sont expertes dans leur domaine, elles soient reconnues et qu'elles aient tout autant leur place dans l'économie que les hommes. En fait, la société, elle est faite des hommes et des femmes. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on marche sur une seule jambe. Et pour qu'une société fonctionne bien, pour qu'elle soit équilibrée, innovante, performante, harmonieuse, joyeuse même, il faut qu'elle soit sur ces deux jambes. Et tout l'intérêt, c'est vraiment de mettre en valeur partout dans les territoires, on est aujourd'hui dans 80 villes en France, de mettre en valeur des dirigeantes d'entreprises qui deviennent rôle modèle parce qu'elles sont reconnues pour leur expertise, elles sont reconnues pour leur professionnalisme, pour leur énergie positive aussi. Donc voilà tout ce qui nous motive. Alors Marie-Éloi, vous y connaissez quelque chose de ce parcours de combattante, car évidemment vous êtes passée par là aussi, dans une deuxième vie d'ailleurs, car vous étiez au départ journaliste, puis vous avez monté une première association, une école Montessori en Bretagne, et un réseau, Femmes de Bretagne, et vous vous êtes rendu compte assez vite que ce n'était pas suffisant pour passer à l'échelle, et c'est pourquoi vous avez monté Bouge ta boîte. En quoi ce réseau business fait-il la différence par rapport à tous les réseaux féminins qui existent? On précise que vous avez 14 salariés et que votre modèle économique repose surtout sur l'adhésion de vos membres, près de 500 € par an. Qu'est-ce qui fait la différence de Bouge ta boîte avec les autres? Alors, Femmes de Bretagne, qui est devenue nationale d'ailleurs il y a quelques mois avec la Fondation Entreprendre, ça s'appelle Femmes des territoires. Donc, Femmes de Bretagne en Bretagne et Femmes des territoires ailleurs, c'est de la création d'entreprises, de l'entraide, du partage. Et Bouge ta boîte, c'est un réseau business très structuré où on fonctionne en cercle de dirigeantes. Dans un cercle, on peut avoir jusqu'à 25 femmes, 25 métiers différents, et nous on les accompagne, on les fédère, et avec notre méthode très structurée, l'objectif c'est qu'elles puissent se recommander les unes les autres, que toutes les autres deviennent leur comité stratégique, qu'elles deviennent aussi leurs expertes pour chaque domaine, et qu'elles puissent ensemble gagner en stratégie, en leadership. La différence par rapport aux autres réseaux féminins, et c'est pour ça que j'ai lancé Bouge ta boîte, c'est parce que je m'étais rendu compte qu'il y a aujourd'hui en France 500 réseaux, ou un peu plus, 500 réseaux féminins, donc c'est quelque chose qui a le vent en poupe. On voit bien que c'est indispensable, notamment quand on crée son entreprise et qu'on souhaite la développer. Mais ils étaient tous d'entraide, de networking ou de représentativité. Il n'y en avait pas un qui était business au sens, on parle chiffre d'affaires, on parle recommandation, on parle business, on parle marge, tout ce qui fait vivre une entreprise en fait. Parce que généralement, nous les femmes, on crée notre entreprise pour du sens. C'est très très bien le sens et c'est essentiel. Mais par contre, si on veut avoir un impact autour de nous, il vaut mieux qu'elle grandisse et qu'elle en vive cette entreprise. Et aujourd'hui, les chiffres sont assez catastrophiques puisque 80% des dirigeantes d'entreprise ne vivent pas correctement de leur activité. Donc, gagnent moins de 1 500 € par mois. Donc, si on veut, nous les femmes, avoir un impact, il faut qu'on puisse avoir une place légitime dans l'économie et donc avoir des entreprises qui ont de l'impact. Donc, c'est pour ça qu'est né Bouge ta boîte, pour que ça soit des entreprises de croissance et de sens. Et il existe aujourd'hui énormément de réseaux business mixtes qui sont disséminés partout dans les territoires, mais il n'y en avait pas de féminin. Donc c'est pour ça qu'on a une croissance aussi qui est fabuleuse, parce qu'on réunit le sens, le business, et on travaille en intelligence collective, on travaille en sociocratie, donc tout le monde a le même temps d'écoute, même temps de parole. On a des outils digitaux, on est à la fois physique et digital. C'est pour ça qu'on a pu faire 500 réunions de travail ce mois-ci. Mais voilà, il y avait un manque. Et aujourd'hui, au vu du nombre de rencontres, de réunions de nos membres, etc., on est très certainement le réseau le plus actif de France. 1200 adhérentes, 100 cercles, et puis aussi, vous commencez à vous lancer aussi à l'international. Alors, oui,
c'est un rêve depuis le début, mais on souhaite d'abord finir de structurer et de consolider bien la France avant d'aller à l'international. On est aujourd'hui à Kinshasa depuis 2 ans, en mode totalement pilote et freestyle, mais ça marche très bien. Après, on a reçu beaucoup de demandes à l'étranger. Et pour l'instant, voilà, on fait un pas l'un après l'autre, mais que ce soit des pas solides, bien ancrés et qui soient surtout bénéfiques pour les dirigeants de l'entreprise. Parce que nous, notre mission, c'est vraiment qu'elles puissent émerger et c'est formidable quand on les voit justement avec la force du collectif faire des choses qu'elles n'auraient jamais fait avant. Et nous non plus d'ailleurs, parce qu'elles nous poussent tout autant que nous on les pousse. C'est vraiment une spirale vertueuse. Ouais, parce que vous dites aussi, l'idée de Bouge ta boîte, c'est aussi d'arrêter de parler des freins, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de freins, et de mettre en avant des exemples, et notamment justement dans ces petites TPE que vous connaissez très bien. Merci de dire tout ça, parce que je n'en peux plus de la question qu'on me pose à chaque fois. Mais pourquoi les femmes, elles manquent de confiance en elles? J'ai entendu ça, ça fait 5 ans que j'entends ça, même 6 ans. C'est la question qu'on me pose à chaque fois, pourquoi les femmes manquent de confiance en elles. Et en fait, ça nous renvoie toujours à des freins. Jamais on pose cette question-là à des hommes, et à force de nous renvoyer tout le temps à nos freins, ça nous ancre dans la tête que oui, les femmes, elles manquent de confiance en elles, et ça légitimise le fait que y ait peu de femmes dans l'économie, il y ait peu de femmes dans les conférences, dans les prix, dans les médias, parce que oui, les femmes, elles manquent de confiance en elles. En fait, c'est trop facile. C'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on enlève, et on sait très bien comment l'enlever, avec les rôles modèles, avec les réseaux, avec un partage juste et équitable des tâches. Ça s'appelle l'effet de golem et l'effet de Pygmalion. L'effet de golem, c'est quand on prend une catégorie d'individus, n'importe laquelle, et depuis sa naissance, depuis toujours, on leur dit vous êtes une catégorie d'individus qui manquent de confiance en elles, vraiment qui n'osent pas, qui va pas prendre de risques. Vous pouvez être sûr que cette catégorie, elle va sous-performer. Vous prenez la même catégorie d'individus et vous leur dites depuis le début qu'elles sont fortes, qu'elles sont performantes, qu'elles vont réussir, etc. Et cette catégorie surperforme. Et ça, c'est l'effet Pygmalion. Et donc, il est temps aujourd'hui qu'on voit les femmes comme ça, et plus qu'on les ramène à un manque de confiance qui est lié à un inconscient collectif beaucoup plus global, en fait. Parce que ça nous culpabilise et ça nous victimise. Et c'est pas du tout nous. Moi, ce que je vois, on a fait là un tour de France de l'entrepreneuriat féminin à l'automne, dans 11 villes, avec notre caravane, vous savez, les caravanes en alu, qui étaient customisées sur la place des mairies. Et on a rencontré des milliers de femmes entrepreneurs, et on ne voit pas du tout des femmes victimes et qui n'ont pas confiance en elles. On voit des femmes extraordinaires, ambitieuses, qui se démènent pour elles et pour leur territoire, pour leur boîte, pour les générations futures. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. C'est toutes ces femmes-là, et c'est ce qu'on fait avec Bouge ta boîte. Aujourd'hui, elles se rendent visibles. Si on tape Bouge ta boîte sur LinkedIn, on voit tout ce qu'elles font, toutes ces femmes, toutes ces bougeuses. C'est pour ça qu'elles s'appellent les bougeuses. Et moi, il n'y a rien qui me donne plus de l'énergie que de les voir devenir ainsi des locomotives pour les autres. Alors Marie-Éloi, pour autant, il y a quand même des étapes amères qu'il faut passer parfois pour arriver à ses fins. Et vous-même, vous parlez notamment de votre premier tour de table qui n'a pas été évident pour récolter de l'argent pour votre entreprise. Vous le dites, vous êtes frotté ou confronté à un milieu qui était exclusivement masculin et donc à des préjugés. Alors, le premier tour de table, c'est très bien passé et était très rapide. C'est le deuxième qui a été très compliqué. On a levé 1,3 million et effectivement, je crois que j'ai eu à peu près tous les plafonds possibles. Ça fait mal à la tête. Et on a l'impression qu'on va pas s'en sortir parce que j'ai évidemment pitché devant des assemblées de 30 hommes, tous blancs, tous 50 ans. Mais ça représente aussi aujourd'hui les investisseurs en France. Il y a très peu de femmes investisseurs, je pense que c'est 6%. Donc c'est à l'image aussi. Et après, c'est un cercle vicieux qu'il faut absolument changer. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus de femmes aussi à investir dans les entreprises. Je pense que ça changera la donne. J'ai eu des clichés, j'ai eu des phrases humiliantes, j'ai eu des rendez-vous où les 6 hommes autour de la table se mettaient sur leur téléphone quand je parlais pour faire autre chose. Il y a eu une présomption d'incompétence alors que mon dossier était très bon, et c'est pas que moi qui le disais, que pitcher, j'adore ça.
et que on était sur une croissance forte. Mais malgré tout, il y a une présomption d'incompétence qui était là et heureusement, on a trouvé des actionnaires et des investisseurs qui sont venus chez nous à la fois pour la rentabilité, mais surtout pour l'impact et qui croient en cette société qu'on souhaite mettre en œuvre toutes et tous ensemble, ou une société plus égalitaire et où nous, les femmes, on a aussi notre juste place dans l'économie. Donc voilà, aujourd'hui, on est des actionnaires fabuleux. Ça a permis d'écrémer. Quel conseil vous donneriez justement à une chef d'entreprise qui doit lever des fonds et qui pourrait faire face à ce type de comportement ? Alors, pour une entreprise, au démarrage, c'est vraiment passer par toutes les étapes, donc les prêts d'honneur, les prêts bancaires, etc. Donc, avant d'aller vers des levées de fonds, les levées de fonds, c'est pour des modèles qui sont scalables, donc qui sont duplicables, et puis voilà, donc ça concerne une petite partie des entreprises, mais c'est vraiment de s'entourer. Aujourd'hui, il y a Sista qui existe, et Sista, c'est un collectif qui justement met en valeur les dirigeantes d'entreprises à la tête de start-up et qui a fédéré des fonds d'investissement pour que justement ils fassent attention à qui est à la tête d'une entreprise quand ils investissent, à la gouvernance. Moi, quand j'ai fait ma levée de fonds, parfois il y a des fonds qui refusaient notre candidature et je leur demandais, mais vous avez déjà investi dans une entreprise portée par une femme ? Et ils me disaient non, en ayant parfois 20, 30, 40 participations. Et je leur dis, mais à ce moment-là, il y a un problème, c'est qu'il y a un biais quelque part et il faut se poser la question aussi. C'est pas possible qu'on soit pas représenté ou qu'on soit représenté qu'à hauteur de 2%. Donc être entouré d'un réseau et puis aujourd'hui, heureusement, les mentalités commencent à changer. Donc c'est le bon moment d'y aller pour la levée de fonds et surtout se sentir légitime. Et vous parliez de Sista, Sista, on en a parlé aussi dans Impact Positif, on a invité Tatiana Jama et j'invite évidemment nos auditeurs à réécouter cet épisode. En France, on s'est mis assez tardivement, Marie-Éloi, au réseau féminin par rapport aux États-Unis, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, ils sont bien intégrés, une femme pense automatiquement à rejoindre un réseau, ou est-ce qu'il y a encore cette crainte, cette inhibition, ce tabou de parler business, argent et de ses problèmes finalement devant les autres ? Alors, il y a deux choses. Il y a le regard extérieur. Au début, quand j'ai lancé Femmes de Bretagne, il y a 6 ans, on se disait, si elle veut faire ces trucs avec d'autres femmes pour faire du tricot, c'est très bien. Aujourd'hui, on se dirait plus ça. On prend ça beaucoup plus au sérieux pour le regard extérieur. Et après, pour nous, les femmes, ça commence, notamment grâce aux réseaux sociaux, à être plus facile d'aller vers un réseau. Mais malgré tout, on est, je crois, que la moitié seulement à faire partie d'un réseau et pourtant, c'est indispensable au moment de la création d'entreprise, comme je disais tout à l'heure, pour être challengé et faire quelque chose qui tienne la route. Et au moment du développement, pour surtout être entouré pour la stratégie, pour les outils. Et puis, on sait bien que pour les dirigeants d'entreprises, de petites entreprises, 70% du chiffre d'affaires vient du bouche à oreille, donc des recommandations, donc du réseau. Donc, c'est indispensable à la survie d'une entreprise aujourd'hui. Et en fait, ce qui est important pour qu'on puisse rejoindre un réseau, c'est de se sentir légitime pour aller dans ce réseau. Et donc, un réseau qui nous ressemble, où on se sent bien. Et jusqu'à présent, les réseaux étaient très, très, très majoritairement masculins, voire que masculins. Et c'était du coup difficile de se sentir légitime pour y aller. C'est à partir de 30% d'une catégorie d'individus qu'on sent que ça bascule et qu'on se sent légitime, que ce soit femme ou homme. Et l'intérêt d'un réseau féminin, c'est pas du tout parce que c'est un réseau contre les hommes, au contraire, nous, notre objectif, c'est la mixité, c'est d'aller vers ce monde mixte. Mais par contre, un réseau féminin, ça permet deux choses. Il y a un ton d'authenticité, ça veut dire, on peut dire avec nos forces et nos faiblesses. C'est-à-dire, moi, prospecter, c'est vraiment pas mon truc, j'y comprends rien. Et ça, c'est accueilli avec des rires et des solutions dans un réseau féminin. C'est pas forcément le cas ailleurs. On peut regarder la personne d'un drôle d'air en disant, mais quoi, elle sait pas prospecter, voilà. Donc ça, c'est l'authenticité et c'est surtout l'identification. Au sein d'un réseau féminin, on s'identifie les unes aux autres. Nous, les femmes, on manque cruellement de rôle modèle autour de nous. Cruellement. En 2018, dans les personnalités les plus médiatisées en France, dans la catégorie patron, on a eu 1% de femmes médiatisées. Ouais. 1%. Donc, comment
comment s'identifier et se dire oui, c'est pour moi, c'est possible parce que elle l'a fait. Et dans un réseau féminin, on est toutes pareilles, toutes au même plan, on partage les mêmes problématiques et surtout on se dit ah, elle a fait ça, ah ben moi aussi je vais pouvoir le faire. Et c'est vertueux parce que ce qu'on dit, les autres se disent ça aussi de nous. Donc ça permet collectivement de grimper, de gagner en force, en puissance, en stratégie. C'est assez magique à voir. Alors justement, pour revenir sur les conséquences du confinement, et on a dit ces chiffres en début d'interview, s'il y a des femmes entrepreneurs qui vous écoutent en ce moment, qu'est-ce que vous leur diriez de faire justement pour ne pas se laisser emporter et pour maintenir son entreprise à flot? D'être entourée. Être entouré, entourez-vous, mais alors ne restez pas isolé. Déjà, quand on a une entreprise, il ne faut jamais rester isolé, au contraire, il faut s'entourer. Mais là, plus que jamais, entourez-vous de personnes qui soient expertes, experts comptables, avocates, etc. Mais entourez-vous d'un réseau, c'est vraiment Enfin, forcément, vous allez dire que je passe sur ma paroisse, mais c'est vrai. C'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner à une entrepreneur. Par exemple, quand on intègre un réseau comme Bouge ta boîte, forcément dans son cercle qu'on retrouve tous les 15 jours, il y a forcément un expert comptable, il y a forcément une juriste, il y a forcément une personne en commercial, une autre en RH. Donc, on va tout de suite intégrer une équipe qui va être là pour nous soutenir et nous accompagner, et nous, on va apporter d'autres choses. Donc, surtout, soyez entourés. C'est vraiment le plus important. Ne restez pas seul, parce que c'est le meilleur moyen pour que ça soit difficile, que le moral ça donne, et puis qu'on trouve pas ni l'agilité ni les ressources pour traverser la crise. Alors Marie-Éloi, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview des clics et c'est parti. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde d'après dont on parle tant? D'abord suivre ses tripes. C'est ce qui compte, c'est quand on a une idée, il faut suivre ses tripes et se sentir qu'on peut avoir un impact utile. Parce que je crois qu'aujourd'hui, quand on crée son entreprise, c'est pour le sens. Donc, se sentir utile et puis bien sûr être entouré, ça je vais le dire à chaque fois. Être entouré, c'est le plus important parce que quand on crée une entreprise, souvent on dit oui, mais si je vais dans un réseau et que je dis mon idée, les autres ils vont pouvoir me piquer l'idée. Alors si on a une idée, il y a forcément 10 000 autres personnes sur Terre qui ont la même idée. Oui. Et ce qui va faire la différence, c'est la persévérance. Et au contraire, quand on a une idée et qu'on la partage autour de soi, ça va permettre de l'affiner, de l'ajuster et de trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Quel conseil auriez-vous aimé avoir, vous, au début de votre carrière? De me sentir légitime, que j'étais légitime. J'aurais jamais osé pousser la porte d'un réseau, moi. Jamais, jamais, jamais. Ah oui, ça c'est bizarre ça. C'est vous qui avez créé le réseau, mais en revanche, vous n'auriez jamais... D'ailleurs, on le précise, vous étiez donc journaliste. Comment de journaliste, on devient créatrice de réseau business au féminin? Alors, j'étais journaliste à RFI, donc j'ai beaucoup voyagé, c'était mon rêve. Et ensuite, à la naissance de ma fille, j'avais vu des écoles Montessori à l'étranger qui sont vraiment basées sur l'autonomie, la confiance en soi. Et je voulais la même chose pour ma fille et j'étais en Bretagne. Il n'y en avait pas. Et j'ai rencontré une autre maman qui s'appelle Manuela Raden. Et voilà, on a créé cette école en une semaine, elle était ouverte. C'était une histoire de fou. Et elle a ouvert les portes en septembre 2011. Elle existe toujours. Mes enfants ont fait leur scolarité dedans. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait créer quelque chose et avoir un impact positif autour de soi. Et j'ai adoré l'entrepreneuriat, sauf que j'y connaissais rien, j'avais jamais fait de PowerPoint de ma vie, de budget, d'études de marché, etc. Et je n'aurais pas osé frapper à la porte d'un réseau, je ne me serais pas sentie légitime pour, mais c'était il y a 6 ans. C'est vraiment, ça a vraiment évolué depuis. C'est pour ça que j'ai créé Femmes de Bretagne, un réseau où je me serais sentie bien, où j'aurais été accueillie avec toute la bienveillance possible. Et voilà, j'ai créé Femmes de Bretagne parce que ça correspondait à un de mes besoins. Vous ne seriez jamais devenue ce que vous êtes si à un moment, ma vie ne s'était pas un peu écroulée, même complètement écroulée, que je ne m'étais pas retrouvée avec 2 enfants, dont un bébé au RSA, en pleine campagne bretonne, sans famille vraiment et sans vraiment de connaissances autour. Où là, je me suis dit, bon, va falloir se retrousser les manches parce que
c'est pas du tout la vie que j'ai choisie quand j'ai rencontré l'assistante sociale pour la première fois. Et du coup, ça m'a enlevé énormément de peur, en fait. Je me suis dit, de toute façon, j'ai plus le choix, donc j'y vais. Et j'ai 2 enfants, donc il faut qu'on s'en sorte et il faut que je fasse quelque chose qui me passionne. Je vais pas subir, je vais agir. Donc ça a changé le cours. C'est à ce moment-là que vous avez créé Femmes de Bretagne, ou l'école Montessori ? Alors, l'école Montessori était créée, et c'est ça le paradoxe des femmes et l'argent quand même, parce que j'étais bénévole à temps plein pour l'école et au RSA en même temps. C'est là que je me suis dit quand même, nous les femmes, on avait quand même un sacré souci avec l'argent. Gagner sa vie et bien gagner sa vie, et que l'énergie peut être et que l'argent peut être vu comme une énergie, quelque chose qui permet d'avoir un impact, et voilà, donc tout ça m'a amené aussi à la réflexion après à créer Bouge ta boîte. Un conseil que vous donnez tout le temps aujourd'hui, Marie-Éloi ? Rendez-vous visible, parce que nous les femmes, on a quand même une tendance à ne pas se rendre visible, et surtout on n'est pas aidé parce que généralement on pense très peu à nous. Et en fait, comme on est toutes en train de se dire oui, mais je vais pas me rendre visible parce que j'en ai pas besoin pour mon ego, etc. Et puis en plus, il y a 10 fois mieux que moi autour de moi. Et ben, comme on pense tout ça, ça donne le chiffre dont je parlais tout à l'heure, 1% de femmes médiatisées dans la catégorie patron. 1%. Donc, ce que je dis toujours aux femmes, rendez-vous visible, ne le faites pas pour vous, mais faites-le pour les autres. Faites-le pour vous et pour les autres. Mais en tout cas, allez-y, rendez-vous visible. C'est très important. Marie-Éloi, le temps est un bien précieux. Quand vous en avez un petit peu, qu'est-ce que vous faites ? Mes enfants, ma famille. Mes enfants. On a 4 enfants avec mon mari. Donc, c'est eux d'abord. Que dites-vous à celles et ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment ? Que la vie est très, très, très courte. Et que si on suit son intuition et ses tripes, généralement, on a un début d'idée. Et la chose la plus dure à faire, c'est vraiment de faire le premier pas vers cette idée. J'ai fait de la chute libre il y a longtemps, avant d'avoir des enfants. J'ai fait plusieurs sauts, 43 sauts. Et en fait, moi, j'étais morte de trouille. Et en fait, à chaque fois que je faisais de la chute libre, il fallait que j'arrive à sauter de l'avion. Et c'était pour moi catastrophique, tellement j'avais peur. Mais le pas le plus difficile, finalement, pour ces 43 fois, c'était le pas qui me faisait monter dans l'avion. Donc, c'était un petit pas. Il fallait juste que je monte dans l'avion. Et après, je savais que c'était fichu, que j'étais obligée de sauter parce qu'on ne peut pas redescendre. On peut pas redescendre de l'avion dans l'avion avec son parachute parce qu'il risque de s'ouvrir. Donc, on est obligé, quand on est en l'air, de sauter. Donc, le pas le plus difficile, il est finalement simple. C'est juste faire un petit pas et rentrer dans un avion. Et c'est pareil pour tous les projets. Le premier pas, c'est le plus difficile. Et parfois, c'est un tout petit pas. Mais il peut nous emmener très, très loin et nous faire des trucs incroyables. Donc, il faut commencer. Merci beaucoup, Marie-Éloi. Où peut-on prendre des nouvelles de vos réseaux et puis de vos événements, parce qu'on sait qu'ils sont extrêmement nombreux pour Bouge ta boîte, en tout cas. Alors, bougetaboîte.com pour le réseau business. Et puis, pour les réseaux d'entraide et de création d'entreprise, femmesdesterritoires.fr et femmesdebretagne.fr. Et puis vous êtes aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Éloi, d'avoir participé à Impact Positif. Et puis très bonne route à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage, à David Führer pour la prise de son, à Julien Laurent pour la production. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous noter et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram impactpositif.podcast ou sur notre compte Twitter @ipositif au pluriel ou encore sur le mien @Sylvia Amicone pour toutes les infos. À très vite pour un nouvel épisode.